Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le 26 mai 2013, la situation tourne au cauchemar en quelques secondes seulement. Le bateau coule et les 12 hommes de l'équipage sont submergés par les vagues. C'est du moins ce que pensent les gardes-côtes. Harrison Okene est un jeune cuisinier nigérian de 29 ans qui travaille à bord du Jascon 4. Le Jascon 4 est un remorqueur qui est censé remorquer un pétrolier au large des côtes du Nigeria. Ce jour-là, le 26 mai 2013, le remorqueur est censé stabiliser un réservoir de pétrole sur un supertanker. On est situé dans l'Atlantique à 30 km des côtes du Nigeria. Il n'y a pas seulement le Jascon 4 qui travaille dessus, il y a plusieurs remorqueurs et c'est un travail habituel pour eux, ils ont l'habitude de faire ça. Cependant, ce jour-là, la météo va compliquer les choses. Il y a une grosse tempête avec une très forte houle, mais comme ils ont l'habitude, ils se disent qu'ils vont gérer la situation. Je précise tout de même que nous sommes au milieu de la nuit à 5 h du matin. Okene se lève pour aller préparer probablement le petit déjeuner aux hommes de l'équipage, mais avant toute chose, il se rend aux toilettes. Il ressent une énorme secousse. Ce qu'il s'est passé, une énorme vague a percuté le bateau, ce qui l'a détaché du câble qui le retenait au supertanker. Le bateau chavire, l'eau s'engouffre petit à petit, tout devient noir, il n'y a plus d'électricité. Okene ne comprend pas trop ce qui se passe. Enfin, il a une idée mais il n'en est pas sûr. Donc il sort des toilettes et il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de rejoindre une trappe pour sortir du bateau. Comme l'eau est déjà à l'intérieur, il n'y arrive pas et il voit 3 de ses collègues se faire aspirer par la trappe et disparaître. Une vague le pousse et il se retrouve pris au piège dans une toute petite cabine. À mesure que le bateau coule, l'eau monte et la cabine où se trouve Okene se remplit d'eau. Il prie de toutes ses forces pour que l'eau arrête de monter et qu'il ait un peu une chance de pouvoir respirer. Il a seulement de la place pour respirer en étant comme ça, donc il n'a pas vraiment beaucoup de place, mais au moins il peut respirer puisque l'eau s'est arrêtée de monter. Le bateau atteint le fond à 30 mètres de profondeur et il s'est retourné lorsqu'il a percuté le sol. À 30 mètres de profondeur, il n'y a plus d'électricité. Il fait tout noir, il commence à faire froid. Okene ne sait pas s'il est tout seul ou pas. Enfin, il a quand même des indications puisqu'il entend ses collègues crier et pleurer. Donc il se dit qu'il n'est pas seul, du moins pour le moment. Les autres hommes sont également pris au piège. Tout à l'heure, je vous ai dit que le remorqueur n'était pas le seul sur le pétrolier, il y en avait plusieurs autres. Donc les autres remorqueurs ont lancé un appel et les secours arrivent très vite, les plongeurs se mettent à plonger, ils plongent, ils repèrent l'épave et ils la signalent avec des bouées. Dans un premier temps, afin de savoir s'il y a des survivants, ils toquent le plus fort possible sur la coque pour essayer de voir si des gens répondent. Okene entend ce bruit et il toque de toutes ses forces, il hurle, mais personne ne l'entend. Les plongeurs remontent en se disant qu'il n'y a pas de survivants et ils annulent automatiquement les secours puisque selon eux, il n'y a aucun survivant, donc les secours ne servent pas à grand chose. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'Okene n'avait pas beaucoup de place pour respirer et la petite bulle d'air qu'il avait commence à s'épuiser petit à petit. Il a 2 solutions. C'est soit il reste là où il est et il va probablement mourir, soit il sort de sa petite cabine pour essayer de trouver un endroit où il aurait un peu plus d'oxygène. De toute façon, il se dit perdu pour perdu, je sors et je pars en quête d'un nouvel endroit. Et c'est assez risqué puisqu'au moment où il sort, il ne sait pas à combien de mètres de profondeur il fait tout noir. Qui lui dit qu'il va savoir se repérer? Personne. C'est très risqué, mais il le fait. Il se retrouve dans le bureau de l'ingénierie du remorqueur et là, il a une bulle d'air d'environ 1 mètre au-dessus de lui, ce qui est dans un premier temps suffisant et bien mieux que la bulle d'air qu'il avait dans sa petite cabine. Lui, il ne le sait pas trop puisqu'il n'a pas la notion du temps, mais cela fait 24 heures qu'il est piégé à 30 mètres de profondeur, dans le noir. À 30 mètres de profondeur, l'eau est froide, Okene risque l'hypothermie. Donc il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il pense à quelque chose pour éviter ça.
Il veut se construire une sorte de petite plateforme de manière à ce que son haut du corps soit au-dessus de l'eau. Avec un tournevis qu'il avait trouvé, il démonte les parois de la cabine, il trouve ensuite un matelas qui flotte et il arrive à se hisser de sorte à ce que son torse soit hors de l'eau. Je le rappelle encore une fois, 30 mètres de profondeur dans le noir complet. Et il arrive à faire ça. De toute façon, il sait qu'il n'a aucune possibilité de sortir du navire puisqu'il sait qu'il est au fond de l'océan. Il ne sait juste pas à combien de mètres de profondeur, mais il n'est pas débile. Il se dit que s'il veut sortir du navire, il ne pourra pas remonter à la surface car lui, dans sa tête, il est entre 50 et 100 mètres de profondeur. Donc il sait très bien que c'est pas possible. Assez difficile de s'imaginer les sentiments de peur et de panique qui ont dû l'envahir. En tout cas, moi, dans son cas, je ne sais absolument pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. Après, je me dis que peut-être l'instinct de survie prend le dessus, comme c'est le cas ici. Certainement que son instinct de survie a pris le dessus et le fait de prier Dieu l'a aidé justement à trouver des solutions. Okene racontera que de son petit refuge, il entendait le bruit des débris métalliques qui tombaient au fond de l'océan et qui parfois percutaient la coque, mais aussi des créatures marines qui mangeaient les cadavres de ses collègues. Tout ce qui m'entourait n'était que noir et bruyant. Je pleurais et j'appelais Jésus pour qu'il me sauve. J'ai prié si fort, j'avais si faim, si soif et si froid que je priais pour voir un peu de lumière. Miraculeusement, ces prières ont été entendues. 60 heures après le naufrage, soit 2 jours et demi, une équipe de plongeurs est de nouveau au niveau de l'épave. Cette fois-ci, ils ont pour objectif de sortir les cadavres à la demande des familles et de les remonter à la surface. Okene entend du bruit à l'extérieur de la coque. Et là, il se dit, je ne peux pas laisser passer ça. Là, il faut que je crie encore plus que la dernière fois, que je tape encore plus. Donc, il se donne corps et âme, il tambourine, il hurle, mais personne ne l'entend. À noter tout de même que pour l'équipe de plongeurs sud-africains, c'était une mission risquée puisque la luminosité était très faible. Et trouver des corps comme ça, c'est pas toujours évident. Si Okene les a entendus, c'est aussi surtout puisqu'il force l'entrée de l'épave avec des marteaux. Et donc à ce moment-là, Okene, il voit une lumière, il se dit, il y a un plongeur là juste devant moi, et comme il m'entend pas, je vais sortir ma main. Donc il sort sa main. Simultanément, les plongeurs ont déjà récupéré 4 cadavres et ils ne s'attendent absolument pas à voir quelqu'un de vivant. Le plongeur en question qui mettait sa lumière, Nico van Herdien, voit une main. Donc il la saisit, sans savoir que cet homme est vivant. Et en fait, ce n'est même pas lui qui va réaliser que la main qu'il vient de saisir appartient à un homme vivant. C'est son superviseur qui était en surface et qui avait un retour caméra. Son superviseur l'a vu car Okene bougeait sa main. Et donc le plongeur va vers lui, le rassure, le calme. Et d'ailleurs, ce qu'on note aussi, c'est que Okene a fait preuve d'un calme légendaire lorsque les plongeurs l'ont retrouvé. Il dit même « Je savais que lorsqu'il m'a donné de l'eau, il m'observait pour voir si j'étais vraiment humain parce qu'il avait peur. Dans sa bulle d'air, il ne lui restait que 1 heure à 2 heures d'oxygène. » Donc les plongeurs l'ont vraiment trouvé in extremis. Sa bulle d'air étant à 30 mètres en profondeur, elle était fortement compressée. Donc Okene ne peut pas être remonté comme ça. Vous le savez certainement, mais les plongeurs ont des paliers de décompression à respecter lorsqu'ils remontent à la surface. Pour Okene, ce serait la même chose, il faut qu'il respecte ces paliers de décompression, mais ce n'est pas un plongeur, donc il n'est pas habitué et il ne sait pas faire. Cependant, s'il ne fait pas ces paliers de décompression, il ne va pas survivre. D'autant plus qu'Okene parfois a des périodes, des moments où il délire complètement, donc il faut faire très attention à lui. Les plongeurs lui ramènent tout le matériel de plongée, ils équipent Okene et il est en permanence en contact avec le superviseur qui est situé à la surface, qui le rassure, et donc comme ça il suit les plongeurs, il fait bien tous les paliers de décompression et il arrive à la surface. Je rappelle quand même qu'il n'a jamais fait de plongée. C'est quand même extrême que pour sa première plongée, ce soit dans ces conditions-là. Il est remonté aussi dans une cloche pressurisée et le 28 mai 2013, à 19 h, il sort de l'eau. Okene pensait que cela faisait seulement 12 heures qu'il était au fond de l'océan alors que ça faisait 2 jours et demi. Une fois sorti de l'eau, l'homme est resté durant 2 jours et demi dans un caisson hyperbare afin d'éviter toute lésion cérébrale. Le caisson hyperbare, aussi appelé chambre hyperbare ou caisson de décompression, est une installation médico-technique qui est étanche.
À l'intérieur, Okene est soumis à une pression supérieure à la pression atmosphérique afin d'accroître l'oxygénation de ses tissus. Plus tard, il explique que si il a réussi à survivre, c'était grâce à une canette de Coca-Cola qu'il avait emportée avec lui. 5 jours après le naufrage, il rejoint le continent. Il se rend alors compte qu'il est le seul survivant. Il développe un stress post-traumatique, il fait énormément de cauchemars, il se réveille dans la nuit en sueur. Sa femme est là, le rassure, lui dit « Ne t'en fais pas, tout va bien, tu n'es pas au fond de l'océan, tu es sur la terre ferme dans ton lit. » Mais c'est un processus qui est assez long, puisqu'un stress post-traumatique, ça ne se règle pas comme ça. Il ne veut plus s'approcher de l'eau, que ce soit de la mer, des océans ou même des rivières, car lorsqu'il était au fond de l'océan, il a passé un pacte avec Dieu. Si Dieu le sauve, il lui a juré de ne plus jamais s'approcher de la mer et des rivières. Au final, il s'est tout de même rapproché de l'eau. En 2015, il réussit à surmonter son hydrophobie et il passe son baptême de plongée. D'ailleurs, il deviendra un plongeur certifié et c'est le plongeur qui l'a sauvé, Nico van Heerden, qui lui remet son diplôme. Il dira même « Je suis très heureux de devenir un plongeur, c'était tellement bien, je me suis amusé. Maintenant, je suis formé pour sauver d'autres personnes. » Des années après la mission de sauvetage, le plongeur Nico van Heerden et Harrison Okene sont devenus des amis très proches. En 2015, le plongeur Nico van Heerden a même déclaré « J'ai un ami pour la vie ». Une fois que vous avez sauvé la vie de quelqu'un, vous partagez un lien avec cette personne que très peu de gens pourraient comprendre. Voilà, c'est la fin de cette histoire incroyable du survivant Harrison Okene. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre d'histoire aussi, parce qu'il y en a plein d'autres, des histoires de survie qui sont tout autant incroyables. Puis ça change aussi des tueurs, de temps en temps ça fait du bien. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.